Voilà, nous y allons. Tout est prêt. Bonsoir Rachel. Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre culturel Anaïs-Simon Drahi, bienvenue à l'Axil. Ce soir, nous recevons Madame Rachel Kahn. Un grand plaisir de vous recevoir. Nous vous attendions. Et vous êtes là, malgré la fatigue, malgré toute l'énergie qui est nécessaire pour venir défendre vos idées. Et vous défendez vos idées toujours avec ferveur et engagement. Vous êtes une personnalité qui aimez le débat public, qui vous nourrissez aussi un petit peu du débat public, et vous donnez votre avis, pertinent, toujours, mais qui peut déranger. Et c'est ça qui est intéressant, puisque donner son avis sans déranger, ça sert à rien. On est d'accord. Alors, vous êtes une personne engagée. Nous, ici aussi, nous sommes très engagés à l'Axil. Vous le savez, on en a parlé. Je suis très heureux que vous soyez informés de nos actions, très honoré. Nous avons agi dès le 7 octobre 2023, dès le 8 octobre 2023, pour perpétuer la mémoire des otages, ne pas les oublier, agir, prendre des initiatives. Et à ce titre-là, nous avons été la première communauté à poser une grande bâche sur notre fronton, sur notre bâtiment, puisque, selon l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, cette bâche a évolué. Et évidemment, certains otages ont été libérés, d'autres sont décédés malheureusement, et il reste encore 100 otages à libérer. Donc nous prions pour eux, évidemment, tous les jours, et nous avons une nouvelle bâche qui va être inaugurée demain, qui va être apposée sur le fronton. Nous espérons, très sincèrement, ne pas avoir à la poser. Si une bonne nouvelle venait ce soir, nous annulerions tout de suite. Et pendant Hanouka, juste pour vous dire ce qui va se passer, pendant toute la fête de Hanouka, des lumières seront projetées sur la bâche pour allumer les bougies au fur et à mesure et se souvenir des otages. Donc effectivement, nous aussi, nous sommes engagés. Vous êtes une personne engagée. Vous avez pris des positions qui ont été suivies, critiquées parfois, mais en tout état de cause, écoutées. Et ce soir, nous présentons votre livre, Encore debout, la République à l'épreuve des mots, et vous venez débattre avec nous sur un thème qui est le langage de la haine du juif. Et ce langage, ce sont des mots, et ces mots, on les retrouve dans beaucoup de narratifs. Je voudrais citer 3 exemples, je vous les donne, et puis vous en ferez ce que vous voudrez en termes d'analyse. 3 mots. 1, le palestinisme. Le palestinisme, on en fait ce qu'on veut. Ça permet aussi, avec cette idée un peu vague, d'arriver au Parlement européen, par exemple. 2e mot, sur lequel j'aimerais que vous réagissiez, parce qu'on a dû aussi vous qualifier comme tel, génocidaire. Génocidaire, c'est systématiquement une inversion de valeurs, où on prend, nous, des positions qui sont très fortes, et où on qualifie l'État qu'on défend, l'armée qu'on défend, le peuple qu'on défend, de génocidaire. 3e mot, 3e expression, c'est un livre à venir, en janvier, du philosophe Pierre-André Taguieff, qui va paraître, et qui s'appelle « L'invention de l'islamo-palestinisme ». L'islamo-palestinisme, ça aura la définition que ça aura, mais ça a 2 conséquences. Et ça va dans le sens de votre exposé, quelque part, sur la haine, comment la haine est développée. Ça a pour conséquence, 1, une espèce de guerre, un djihad mondial contre les Juifs, et 2, une nazification d'Israël. Donc on est encore une fois, sur l'échelle de nos valeurs, sur une inversion totale de ces valeurs. Voilà, je vous jette quelque part ces idées-là. Cette conférence, qui est très attendue de tous, et vous me l'avez dit, vous souhaitiez la mener de manière un petit peu intime, en donnant votre avis, en donnant un peu de la manière dont vous avez vous-même vécu ces attaques que vous avez subies personnellement. Donc nous sommes à votre écoute, soyez la bienvenue. Merci. Au nom de la communauté, au nom du rabbin, au nom du conseil d'administration que j'ai l'honneur de représenter, et au nom de notre auditoire. Bienvenue, je vous souhaite une bonne conférence.
Merci beaucoup pour ces mots. Merci, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et effectivement, les lumières artificielles des plateaux de télé, c'est très bien, justement quand on a à batailler par rapport au contexte. Mais lorsqu'on est en relation et lorsqu'on va rencontrer des personnes, c'est peut-être mieux d'avoir un échange beaucoup plus intime et beaucoup plus naturel. Même si l'intimité et la nature aujourd'hui, on la perd un petit peu, notamment à cause des réseaux sociaux et du buzz et du bruit qui nous empêchent très régulièrement de réfléchir, mais surtout d'être en relation. C'est un mois aussi important et je suis contente malgré la fatigue, mais tout le monde est fatigué, mais je suis contente aussi de vous retrouver pendant ce mois de Kislev où on doit rechercher en nous cette lumière. Donc c'est un vrai chemin de se dégager de tout ce qui nous a pollué depuis ces nombreux mois pour justement au moment de Hanouka faire ressurgir cette lumière et effectivement qu'il y ait un miracle pour les otages à la fin du mois. Alors, je suis heureuse aussi de vous rencontrer parce que cette communauté, elle parle beaucoup aussi. C'est une communauté qui est debout avec plein d'événements symboliques. Et à chaque fois, je ne pouvais pas venir vous retrouver lorsque vous avez fait des actions dès le mois d'octobre 2023. Et donc, il a fallu attendre un petit peu. Mais c'est la particularité de ce moment en réalité. On était très séparés un peu à la manière de Pascal, chacun chez soi et Hachem pour tous. Et avec cette épreuve que nous avons à traverser, on a aussi, on arrive de plus en plus à se prouver entre nous que l'on s'aime. Que l'on s'aime et que l'on s'aime. C'est ce que j'essaie de faire à travers mes écrits, mais c'est pour ça que je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Merci pour les devoirs des 3 mots que vous avez. Voilà, je vais essayer d'en parler, je vais en parler, évidemment. Et on a choisi ce thème, le langage de la haine du juif, parce que ce qui est surprenant avec aujourd'hui, avec ce que nous vivons et avec ces 3 mots, palestinisme, génocidaire et islamo-palestinisme, c'est que normalement, le langage qui était fait pour être en relation, pour communiquer, pour ne pas s'entretuer, le langage qui nous sépare aussi des végétaux et des animaux, l'homme a ce langage et il l'utilise aujourd'hui, non pas pour communiquer, mais pour tuer. En gros, c'est le langage que tu parles sont faits de mots qui nous tuent. Et c'est assez troublant en réalité, puisque lorsqu'on apprend à ses enfants à parler, c'est véritablement pour être en relation avec les autres et puis pour s'élever, pour communiquer dans l'échange et surtout pas comme une arme qui peut dévaster l'humanité. Or aujourd'hui, on le voit bien avec cette propagande, eh bien, ce sont des mots qui sont faits pour disqualifier, pour calomnier, pour insulter. Et au fond, chacun d'entre nous dans la pièce, nous vivons le même sort qu'Israël. C'est-à-dire comment éradiquer chacun d'entre nous et comment disqualifier chacun d'entre nous avec ce langage de haine. Alors, je vais aller directement dans le personnel. Depuis Racé, donc le premier ouvrage, le premier essai en fait, c'est pas le premier livre, mais le premier essai. Et même avant d'ailleurs, depuis 2014, j'ai un palmarès. Avant, c'était des médailles de sport. Maintenant, c'est un palmarès de ces personnes, en fait, qui m'attaquent. Et en 2014, la première, ça a été Dieudonné. Ensuite, en 2023, à l'été 2023, il y a eu Médine, avec ce jeu de mots sur mon nom, Rescanpé. Ensuite, il y a eu Hassan. Et ensuite, dernièrement, Émeric Caron. Chacun dans des registres, finalement, qui ne font que reproduire des copier-coller de la charte du Hamas. Alors, Dieudonné, c'était en amont
Bon, il a fait une vidéo qui a vraiment très très bien marché sur sa chaîne. Et c'est en ça où on a quand même un problème avec le droit et avec la justice, c'est-à-dire comment est-ce possible que via les plateformes et les réseaux sociaux, ce genre d'individus puissent continuer à propager ces paroles de haine. Donc il fait dans cette vidéo 20 minutes sur ma judéité. Bon, alors c'est vrai que mes avocats, que je salue quand même, hein, Richard Malka et Muriel Melki, Malka Melki, c'est comme ça, c'est facile. C'est pas de la conjugaison, mais me disent, mais alors vraiment, tu les collectionnes et tout, tu as un aimant. En réalité, ils ne supportent pas que je sois une femme libre, mais bien évidemment, le fait d'avoir cette couleur de peau et d'être juive leur est insupportable, parce que par rapport à ce qu'ils tentent de défendre, c'est vrai que concernant, ça me fait rire en fait, concernant l'apartheid, concernant le génocide et concernant la colonisation et concernant le néo-féministe, je comprends que ce soit insupportable. Ils me font de la peine. J'aimerais bien les aider, mais malheureusement, on n'est pas dans les... Bon, la colonisation, je connais très bien ce que c'est. Il faudrait dire à Aymeric Caron d'aller voir un petit peu en Afrique comment ça se passe. L'esclavage arabo-musulman, ce que c'est un esclavage qui a été tué, qui n'est pas dans les livres d'histoire, en tout cas pas détaillé, qui n'est pas dans la loi Taubira pour ne pas heurter certaines populations. C'est un esclavage qui aujourd'hui laisse des traces. D'ailleurs, c'est un esclavage qui laisse des traces, notamment à Mayotte, parce que l'esclavage arabo-musulman à Mayotte, ça a été quelque chose, avec notamment rendre castrer les hommes, des exactions évidemment sur les femmes qui sont toujours en première ligne des crimes contre l'humanité. Le génocide, forcément, avec mon histoire familiale du côté maternel et la Pologne et le Yiddishland et le Yiddish, d'ailleurs, cette langue qui est éradiquée d'Europe, je connais. Et l'apartheid, forcément, c'est pas Aymeric Caron qui serait en danger par rapport à l'apartheid. Donc, en revanche, les invités en Israël, qui est ce peuple mosaïque, et c'est ça qui est fort dans notre relation. Nous n'avons aucun grand-parent de la même origine, c'est-à-dire que nous sommes des êtres aussi puissamment en lien avec Eretz Israël et puissamment très différents. Et c'est en ça aussi où lorsqu'ils nous traitent de génocidaires ou qu'ils convoquent l'apartheid, ce régime inventé par l'Afrique du Sud, qu'ils essaient de le coller à Israël, ils s'en trouvent fort maris dans la mesure où eux défendent quelque chose de racialiste, notamment via à la micro-échelle, via des réunions en non-mixité où tout le monde se ressemble et où on est dans une logique de ségrégation. Est-ce que je vais vous détailler l'ensemble de ces personnes? Non, on va pas passer trop de temps, mais en réalité, ils refusent aussi mon histoire familiale de française et cette histoire où, comme le disait Romain Gary, nous sommes tous des additionnés. C'est-à-dire, je ne suis pas une soustraction, une addition, une multiplication dans la relation aussi. À chaque fois que on échange, à chaque fois que on est dans des événements ou lorsque on est ensemble, on ressort plus fort et plus riche de ce que nous sommes individuellement dans l'échange. Et donc l'identité, elle n'est pas qu'une question de cellules ou de race, c'est une question aussi de ce que l'on fait de son identité. Et dans nos textes, c'est être et devenir. Mais justement, comme ils ne veulent pas qu'on devienne, ni que nos enfants et que les enfants de nos enfants deviennent, c'est très précisément pour cela qu'ils essaient de nous couper des ailes avec ces mots qui nous tuent. Et en parlant d'elles, souvent on dit que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Certes, mais justement, le langage de la haine, là où il est extrêmement dangereux, c'est que ce sont des paroles. Ok, il y a Twitter, mais il y a beaucoup de paroles en l'air qui sont portées
Et la puissance de la parole, c'est que justement, elle s'envole. La puissance de la parole, c'est qu'elle peut voler, ce que nous ne pouvons pas faire en tant qu'humains. Et c'est parce que la parole s'envole qu'un langage de haine a cette puissance de se déployer. Et on a vu après le 7 octobre comment les images se sont envolées sur les réseaux sociaux, donc c'est une réalité numérique, et comment en fait ces différents pogroms se sont propagés à travers le monde à tel point que dans notre ressenti intérieur, on a c'est comme la météo au fond. Il fait 3 degrés, ressenti -20. Et en fait, le 7 octobre, ça a été ça, avec l'accompagnement qui a été cette parole de haine, notamment à l'Assemblée nationale, avec ou même l'intifada proclamée en plein centre de Paris, ou ces paroles de haine dans cette enceinte de l'Assemblée nationale. C'est en ça que je n'arrive pas à comprendre comment c'est encore possible et comment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a toujours pas été modifié en rapport avec le temps que nous sommes en train de vivre. Normalement, ces personnes-là n'ont rien à faire à cette place-là, et notamment à nous faire croire qu'elles nous représentent et qu'elles nous protègent, alors même qu'elles nous mettent des cibles dans le dos. Je terminerai juste par rapport à l'Assemblée nationale sur Aymeric Caron. Moi qui suis quand même très en lien avec l'Afrique, puisque je suis franco-gambienne, j'espère prochainement avoir mes papiers israéliens, mais et notamment mon lien avec le Rwanda, puisque sur les réseaux sociaux, il m'a qualifié de radio mille collines. Donc je vous rappelle quand même cette radio qui a propagé qui a été motrice dans le génocide, avec cette journaliste qui est en prison aujourd'hui, à vie. Je suis allée plusieurs fois au Rwanda, notamment avec Sonia Roland, notamment avec Gaël Faye, notamment pour les commémorations du 20e triste anniversaire de ce génocide, où justement on avait fait un spectacle et où j'ai pu faire la lecture de Primo Levi, Si c'est un homme, pour nous souvenir de cette tragédie, de ce crime contre l'humanité. Et lorsque Aymeric Caron fait ça, évidemment, c'est à la fois la conjugaison du racisme et de l'antisémitisme et de la haine du juif. Et c'est ce qu'a fait Dieudonné très précisément dans la vidéo de ces 20 minutes, où il parle évidemment de ma mère, où il parle lui aussi de mon nom, de Cannes, où il dit que Cannes c'est le nom de ma mère, alors que ma mère c'est Hertz. Donc en fait c'est très mal connaître l'Afrique que de penser que Cannes écrit comme ça ce soit je sais pas moi, strasbourgeois, ou en tout cas la racine coanime, c'est pas celle-là. Par contre, je salue ma mère qui a eu l'intelligence de se marier avec un monsieur tout noir qui s'appelle Khan, ça c'est bien. Et ouais, très visionnaire. Après, à la fin de la vidéo, puisque il est suivi, mais avec vraiment des choses détestables, toujours ces refrains, chaud ananas, Rachel Kahn, vous êtes amie d'Anne Sinclair, enfin tous ces trucs, la puissance des médias, bon, l'horreur. Et à la fin, où il dit, mais de toute façon, Rachel, oui, avec des propos aussi qui sont misogynes, ta place est à la cuisine, des choses comme ça. Bouge ton boule, bon. À la fin, il termine sur de toute façon, tu finiras négresse jusqu'à la fin de l'histoire. Mais en réalité, s'il me qualifie de négresse, c'est parce que je suis juive, en fait. Donc ça a été tout le travail de Richard Malka dans sa plaidoirie, de véritablement faire comprendre à la cour que la haine du juif, c'est la haine de l'humanité, c'est la haine des femmes, c'est la haine de l'histoire de ces crimes contre l'humanité, de l'esclavage dont je vous ai parlé, de l'histoire du Rwanda, de l'histoire des Arméniens, enfin de toutes les histoires. C'est pas un scoop ce que je vous dis, mais c'est simplement que j'ai pu le ressentir dans ma chair parce que c'était des attaques personnelles extrêmement précises, extrêmement ciblées. Lorsque Aymeric Caron, je suis tombée de ma chaise, évidemment me qualifie de radio mille collines, moi qui ai un lien aussi avec ce petit pays qui est le Rwanda, où il y a d'ailleurs des partenariats avec Drancy
Kigali, Drancy, etc., sur l'histoire, notre histoire commune, c'est véritablement détestable de disqualification et surtout de déshumanisation. Ils ne cherchent qu'à nous déshumaniser, que ce soit de manière individuelle, mais à déshumaniser aussi cette force de vie qu'est Israël. Alors pour en revenir au langage et aux mots, j'ai été bercée par ce langage. Enfin, à la fois par le langage, par les mots, mais aussi par les silences. Alors forcément, du côté de ma mère, enfant cachée dans la Vienne, par des fermiers, des paysans, et aussi par les grands-parents que j'ai eu la chance de connaître. Ils ont retrouvé ma maman en 1945, au mois de mai, à l'hôtel Lutetia. Il y avait beaucoup de silence, évidemment. Dans ces silences, il y avait aussi des mots et une manière de parler avec cet accent yiddish qui me bouleverse encore, parce que c'est une langue qui a disparu ici en Europe et que c'est une langue qui est tellement parlante dans les sous-textes. Et j'ai toujours en mémoire, évidemment, ce que me disait mon grand-père, qui était heureux que j'aille au Talmud Torah avec mon frère, même si lui, il avait coupé avec la religion après les camps. Mais lorsque je commençais à lui faire Aleph, Bet, ou Modani, Lefanecha, il était heureux. Je voyais dans ses yeux qu'il était heureux. Mais lorsque j'ai pu grandir, et en âge un peu de comprendre, c'est lui aussi qui me disait, tu sais, Rakele, ils reviendront. Et c'est vrai qu'en 2023, ils sont revenus très vite, et notamment dans leurs paroles de haine. Après, les mots m'ont bercé aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman libraire. Et d'ailleurs, faut pas être lacanien ou freudien pour comprendre que si j'écris des livres, c'est très certainement parce que maman était libraire. J'étais pas très heureuse, moi. J'étais très jalouse des livres qui me prenait ma mère, parce que libraire, c'est quand même un travail, un don de soi par rapport au livre. Vous êtes là, vous êtes libraire, voilà. Bah oui, merci beaucoup, parce que je sais que c'est un travail engagé, qu'il y a toutes les commandes et que vous êtes au service des livres et des livres libres, et que c'est un travail difficile, et en même temps, c'est un travail qui permet la liberté des écrivains. Aujourd'hui, j'ai une pensée évidemment pour Boaleb Sansal ce soir. Et avec les livres, juste à côté, il y avait mon père, qui était professeur de français en Gambie, et qui a rencontré ma mère dans une librairie. Et lui aussi, après, quand il a rencontré ma mère, finalement, il a décidé de reprendre ses études à zéro et de devenir professeur d'anglais en France, à l'université. Et donc, pour lui, les mots, pareil, c'est un taiseux. Et c'est pour ça qu'ils se sont bien entendus avec mon grand-père yiddish, polonais, avec son vécu aussi, avec cette Afrique malmenée. Ils se sont bien entendus, et j'ai toujours, moi, ce souvenir de la table, même Shabbat, ou bien entre gefilte fish, et gefilte fish et poulet yassa, gâteau au fromage et mangue. Ça, c'était mon enfance, mais je me rendais pas compte que c'était quelque chose de singulier. Pour moi, c'était tout à fait normal. C'est que lorsque j'ai commencé à sortir de la maison, à l'adolescence, à faire du sport de haut niveau notamment, que j'ai été face à ce langage de haine. Du style, il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas être noir et juif. Comment tu découpes quelqu'un en petites lamelles? Oui, classique. Mais après, je me suis dit vraiment à ce moment-là que je me devais d'écrire un chemin pour contrer cette haine-là. Et ce père collectionne toujours les dictionnaires et les silences. Et pour lui, l'important, c'est d'avoir le mot juste. Un mot qui permette le dialogue, justement. Parce que vous imaginez les quiproquos avec les accents, mon père avec son accent Wolof,
gambien, mon grand-père avec ma grand-mère aussi, avec son accent très fort, yiddish, avec parfois pas des incompréhensions, mais des choses sur lesquelles ils ont réussi à jouer, et avec cet amour du français. Comment est-ce possible que la langue française n'ait pas fait un barrage contre le mot islamophobie? Comment le français n'ait pas fait un barrage contre le mot racisé? Comment le français n'ait pas fait un barrage contre, justement, le palestinisme, c'est ça? Ou l'islamo-palestinisme? Faire rentrer ces mots-là dans le dictionnaire, c'est déjà une défaite de la pensée. Parce que les mots imprègnent non seulement le langage, empêchent le dialogue, et surtout imprègnent l'inconscient, et vous empêchent de parler à un moment donné. En tout cas, provoquent une forme d'autocensure. Alors même que ce que vous défendez, c'est juste et c'est droit par rapport à quelque chose de concret, de rationnel, qui est notre loi fondamentale, notre culture et tout ce qu'elle draine. En fait, je me rends compte que j'ai plein de choses à dire. Peut-être que j'en suis qu'à la première page. Alors, je me suis mise aussi à écrire entre l'oralité de mon père, parce que vraiment, c'est une culture de l'oralité, et de l'autre côté, les silences, mais aussi la culture, tradition écrite du côté de ma mère et de mes grands-parents. Je me suis mise à écrire parce que dans tout ce bruit, et notamment depuis, je dirais, 2017, 2018, où tout s'est accéléré, j'avais besoin, dans cette bataille pour nos humanités, j'avais besoin de retrouver ma propre pensée, parce qu'à un moment donné, c'est difficile de retrouver sa pensée. On est soumis aux tendances ou aux hashtags de Twitter ou des posts et des filtres, et avec un appauvrissement du langage dans la mesure où tout le monde va répéter exactement la même chose. C'est pour ça que j'essaie, moi, je m'y attache, sur les plateaux de télé notamment, à ne pas répéter ce qui a déjà été dit, ne pas arroser là où l'herbe est déjà mouillée, à essayer d'aller vers des chemins de traverse qui tentent d'ouvrir des mots qui sont dans le dictionnaire, mais des mots qui sont plutôt jolis et des mots qui nous redonnent de l'énergie. Lorsque j'étais étudiante, donc j'ai deux masters, master, c'est à l'époque c'était DESS, en droit de l'homme, droit humanitaire. Je sais que ça vous dégoûte. non, mais parce que maintenant c'est dévoyé malheureusement, mais droit de l'homme, droit humanitaire et droit international. À cette époque-là, j'étais à Assas, et c'est vrai que les juristes, oui, à Assas, et je sais que les juristes à l'époque, les juristes en droit pur, se demandaient pourquoi on faisait des droits de l'homme, droit humanitaire et du droit international, et ils ricanaient un petit peu, ils nous disaient que ce droit-là n'existait pas. Ça m'a beaucoup interrogée, mais j'ai continué à faire mes travaux de recherche et à défendre notamment le principe de non-discrimination à la manière de la jurisprudence, notamment la jurisprudence internationale qui défendait un principe de non-discrimination quel que soit le motif. C'est-à-dire que normalement, face à l'injustice et face aux intolérances, la Cour, avec ses mots, avait un langage de paix et de réparation où finalement, quel que soit le motif, on était tous main dans la main pour défendre ces valeurs humanistes et ces valeurs inscrites dans nos humanités, qui fassent progresser nos humanités. Je parle même pas d'universalisme, parce qu'en fait, l'universalité existe déjà. Mais après, je me suis rendu compte, et notamment avec un ouvrage qui s'appelait « Noir n'est pas mon métier », oui, il y a des discriminations, notamment par rapport aux comédiennes. J'en ai eu, moi, des scénarios de comédiennes où on me demandait de faire l'accent africain, un accent africain qui n'existe pas, hein, par ailleurs, d'être dans des rôles en deçà de la réalité, pas des rôles qui sublimaient ce travail, mais des rôles
toujours les mêmes d'ailleurs, et qui nourrissaient des clichés de femmes de ménage, de prostituées, avec un frère qui deal, etc. Bon. Et là, bon, j'ai défendu justement noir n'est pas mon métier parce que noir n'est pas un métier. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose par rapport à ça, que certains, certaines voulaient faire de cette couleur-là un cheval de Troie, notamment par rapport à la haine du juif, finalement, et à défendre, soi-disant, les non-discriminations pour faire rentrer la haine du juif dedans. Et c'est là où j'ai voulu vraiment me poser, et c'est vrai que j'ai profité de la période trouble qui était la période Covid pour écrire Racé, et énoncer, pas dénoncer, mais juste énoncer par rapport à qui nous sommes, nos fondamentaux, ce qui était à l'œuvre à travers les mots et la haine. Et c'est là où, dans cet ouvrage-là, j'ai divisé en 3 parties les mots qui nous séparent, puisque aujourd'hui, il existe, et vous les avez énoncés, ce sont les mots du séparatisme qui sont à l'œuvre. Donc le palestinisme rentre absolument dedans, mais quand je pense à des mots défendus par les indigènes de la République, ce mot de sous-chien, voilà, ce mot de, on l'a dit, de racisé, ce mot qui vous fait croire que la France finalement est coupable, que le juif est coupable, et que vous n'avez rien à faire, surtout puisque vous êtes noir. Donc en tant que noir, on vous doit tout. C'est-à-dire que c'est très précisément l'inverse de la méritocratie, et c'est très précisément l'inverse de la République, et c'est très précisément l'inverse de ce que m'ont appris mes parents ici. Sauf que moi, si j'ai pu naître en France avec ce pédigré-là, si on a pu se déployer, mon frère et moi, mais comme nous tous, en réalité, moi, c'est juste que ça se voit un peu plus, parce que mon père, en plus, il est d'origine animiste, avec une mère, parce qu'il y a eu aussi l'évangélisation de l'Afrique, avec l'islamisation en plus, avec ce mélange-là, plus la judéité de l'autre côté, c'est quand même grâce à la France et à ses principes et à ses piliers qu'ils s'aiment encore, Baruch Hashem. Et que j'ai pu vivre dans un environnement sain et serein, et malgré leurs difficultés. C'était pas simple non plus d'arriver fin des années 60, de se rencontrer et de s'aimer en tant que enfant caché d'un côté et enfant qui est né avec rien. Parce que mon père est né dans un endroit où il n'y avait rien. Donc, ces personnes qui se disent défendre défendre être contre toute forme de discrimination, mais qui en réalité ne sont que dans la victimocratie, c'est-à-dire qui leur permettent d'avoir des postes et qui se font croire qu'elles sont Angela Davis, ou je ne sais qui, ou Che Guevara, ou pour certains Robespierre, c'est-à-dire qu'elles sont désolées, enfin elles sont embêtées, ces personnes, d'être nées trop tard, en se faisant croire qu'elles sont d'autres personnes pour mieux haïr les Juifs. Et c'est en ça que c'est détestable. Et moi, je ne supporte pas qu'on instrumentalise ma couleur de peau pour propager cette haine. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit ces 2 livres, Racé. Dans Racé, il y a autre chose aussi, parce que le langage de haine du juif, il arrive avec autre chose. Il arrive avec un langage, il arrive avec le langage de la lâcheté. Il arrive grâce au langage de ceux qui sont bien confortablement assis dans leur poste, dans leur siège, dans leur salon bien feutré, en nous parlant du vivre ensemble, de l'empathie, de la... Enfin, je sais même pas. C'est-à-dire les discours des pas-de-vaguistes, les discours de ces personnes qui font l'autruche par rapport au réel,
qui nous servent des caramels, bonbons et chocolat ont fait entrer la haine du juif très profondément. Et lorsque il y a eu ces signaux depuis une vingtaine d'années, ils ont toujours détourné le regard. Et après, ça s'est amplifié. Lorsqu'on sait qu'on n'a pas eu un hommage national pour Toulouse, lorsqu'on sait qu'il n'y a rien eu, simplement un communiqué de presse, repris en plus par l'AFP, merci. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est absolument détestable. Parce que nos enfants, je pense à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ceux qui sont nés en 2004, ils sont nés très mal accompagnés par l'ensemble de ces drames jusqu'au 7 octobre et puis après jusqu'à Amsterdam et autres. Donc, c'est-à-dire que on est de Toulouse avec Ilan Halimi, avec l'hypercacher, ils ont grandi comme ça. Donc, en gros, ce langage de haine qui accompagnait l'ensemble des drames et qui faisait son lit de l'ensemble des drames n'a pas été stoppé par un langage debout lorsqu'il y a eu ces drames. C'est Gilles. Et en réalité, tout à l'heure, on a parlé de la parole et de cette parole qui s'envole. C'est vrai que moi, j'ai tenu à écrire des livres pour que notre période soit aussi inscrite dans les librairies et dans la bibliothèque pour témoigner de ce réel-là par rapport à cette manière dont le langage et notre République est harcelé. Par ailleurs, ce qui me fait peur dans le langage de haine, c'est que ce langage et cette belle langue qui est le français, elle se propage d'autant plus qu'il existe la francophonie. Cette francophonie très belle qui était notamment pour Senghor une manière de entrer en dialogue avec nos falaises, c'est-à-dire de faire dialoguer nos différences, de faire dialoguer ces falaises pour toujours garantir cette richesse qu'est ce langage français avec tout ce qui a pu se passer en France. C'est pas de dire qu'il ne s'est rien passé en France et que c'était merveilleux. Je vais pas vous dire ça puisque on sait très bien que la France a eu ses côtés positifs et ses côtés absolument délétères et négatifs. Évidemment que je pense aux différentes conquêtes, mais aussi évidemment à la colonisation, mais aussi lorsque vous avez des voisins qui ont dénoncé vos grands-parents, forcément que voilà, il y a cette langue française. Mais cette langue française, si on veut la faire tenir debout, on doit impérativement créer, peut-être d'ailleurs j'y pense, créer un dictionnaire de cette langue qui nous divise et un dictionnaire de cette langue qui nous tue. Sur aujourd'hui, et je vais en venir à encore debout, parce que cette langue, ce langage de haine, il arrive aussi, j'ai parlé des pâtes vaguistes, il arrive aussi parce que nous ne parlons plus la même langue. Parce que cette assemblée est complètement divisée et que ces clivages-là, c'est en somme divisé pour mieux régner. Nous avons le sentiment que nous parlons la même langue, sauf que nous ne parlons plus le même langage. Et donc, dans Encore debout, j'ai essayé de faire ressortir ce langage délétère en prenant appui, et c'est pour ça que je remercie vraiment mes détracteurs et ceux qui me détestent là, parce qu'ils me font progresser. À force de disqualification, à force de dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes génocidaire, ou vous êtes banania, vous êtes négresse de maison, vous êtes d'extrême droite évidemment, ou vous êtes, il y a des mots je peux même pas les dire. Bref, vous êtes la paix de Benjamin Netanyahou. Vous êtes je me suis dit très bien. Alors, je vais utiliser mon parcours
j'ai été plume d'hommes politiques et aussi comédienne. Eh bien, je me suis dit que l'écriture, ça permet, comme le jeu, d'écrire à la place de l'autre. Et donc, dans Encore debout, j'ai voulu faire sortir le fait que nous ne parlons plus la même langue en me mettant à la place de ceux qui nous divisent, en réalité, en étant divisés. Ils utilisent notre devise pour nous diviser, pour mieux nous diviser. Ils font mine de défendre notre République et en réalité ne parlent absolument pas de la même chose. Donc, dans Encore debout, il y a 4 plaidoiries. Je me suis mise dans la peau de l'avocate de l'extrême gauche. En faisant vraiment cette plaidoirie aux petits oignons, je me suis rendu compte que j'étais super en avocate de l'extrême gauche. C'est ça qui est surprenant. Je pense que Mathilde Panot est jalouse de cette plaidoirie. Mais dans cette plaidoirie, en m'attachant à leurs mots, et notamment aux mots qui nous divisent et qui nous séparent, il y a 2 choses. Il y a le fond et la forme. Bon, sur la forme, on la connaît, c'est une forme d'une ultra-violence, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont capables de demander des cessez-le-feu en faisant preuve d'une violence, mais inouïe. Ce sont des gens qui sont capables de se mettre à la table avec le Hamas et le Hezbollah, mais qui sont incapables de se mettre à la table avec François Bayrou. C'est quand même exceptionnel. Exceptionnel. Il y a cette violence, cette haine. Ils ne sont nourris que par la haine, que par la division et la volonté du chaos. Et pour faire du buzz, la meilleure méthode pour faire du buzz, c'est de pointer la juive ou le juif. La preuve en est, Karim Khan, procureur de la CPI, on connaissait pas ce monsieur. On l'a connu simplement parce qu'il a dit Benyamin Netanyahou. Donc la stratégie, et j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est ça. Rima Hassan, lorsqu'elle n'était pas connue, elle a commencé sa campagne en me pointant. Et c'est là où elle a commencé aussi à... Voilà, c'est une stratégie. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, évidemment, toujours les mêmes méthodes. Alors, il y a ces mots qui reviennent tout le temps, on en a parlé, génocidaire, apartheid, colonisation, la police tue, islamophobie, extrême droite. Ça, c'est comme, vous savez, en patinage artistique, vous avez des figures imposées, donc ça, c'est imposé. Il n'y a pas une prise de parole sans ces mots-là, sinon ça ne veut pas dire que sinon c'est pas LFI. La marque de fabrique, c'est celle-là. Mais ensuite, il y a la méthode. Et la méthode, la calomnie, la disqualification, les fake news, faire des fausses vidéos aussi. Moi, j'ai été victime de fausses vidéos dans un taxi, je sais pas. En plus, c'est une voix d'homme. Je sais pas, ils ont transformé ma voix. Bon, c'est absolument n'importe quoi. Très précisément, pénétrer aussi dans Wikipédia pour changer votre récit afin que vous puissiez être une véritable cible. Et j'en ai parlé. J'ai eu la chance d'en parler avec Salman Rushdie. Et c'est ça, en fait. Depuis des années, on change ce que vous pensez, on change votre parcours, on change vos positionnements pour que vous puissiez devenir une cible. Et là, très récemment, c'est ce qu'a fait Sandrine Rousseau avec Boaleb Sansal. C'est-à-dire que non seulement il est détenu de manière arbitraire avec des traitements inhumains et dégradants, mais si on arrive à le faire sortir, lorsqu'il reviendra en France, il est qualifié de suprémaciste blanc. Donc, il a une cible dans le dos. Donc, c'est plus que la double peine. C'est déshumaniser un homme qui est par ailleurs l'un de nos plus grands écrivains. Voilà la méthode. Et donc, je me suis employée à faire de manière presque chirurgicale pour juste avoir ce portrait robot de ces personnages qui n'ont pas d'identité en réalité, qui ont une identité générique de la haine. J'ai fait aussi la même chose sur la droite dure,
parce que j'ai peur en fait, j'ai peur que sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, en gros, vous avez deux choses. D'un côté, vous avez des gens qui, sous couvert de lutte contre les discriminations, sont profondément antisémites, qui ont une haine du juif et d'Israël, puissance nazie. Et de l'autre côté, il y a aussi cette problématique où j'ai peur qu'on utilise la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre la haine du juif pour se permettre d'être raciste. Et ensuite, et notamment avec ces histoires qui nous énervent parce qu'on est seul face à ça. Quand l'inversion, le négationnisme qu'on a vécu, le révisionnisme qu'on a vécu après le 7 octobre, ces inversions de valeurs, cette chose où le réel n'est plus un argument, vous vous rendez compte, le réel n'est plus un argument. Évidemment, vous avez besoin d'un refuge quelque part, et la personne qui va vous défendre, même si elle est complètement bancale par rapport à d'autres sujets, ben voilà, vous laissez passer des choses. Et puis, une nouvelle fois, dans Encore debout, là j'ai fait une plaidoirie sur les pattes vaguistes, où là le discours est rodé, avec notamment des notions comme nous sommes à la tâche, nous ne céderons pas, la France protège tous ses enfants, etc. Mais on a vu, pas du tout. Bon, donc voilà. Mais j'alerte en fait sur ces différents facteurs qui permettent de faire émerger la haine du juif. Et puisque nous sommes dans ce mois où il faut rechercher la lumière, je voulais quand même vous donner la haine. En tout cas, je voulais vous donner la parade à cette haine, en essayant peut-être de trouver chaque jour des mots qui nous réconfortent et des mots qui nous font du bien. Alors, j'en parle dans Racé, où je me suis trouvé des mots à moi, mais on peut tous se trouver quelques mots. Les mots, évidemment, de création, l'artistique, le beau, parce qu'il y a une véritable bataille, ça va ensemble, hein, la laideur va avec la haine du juif, la beauté, l'esthétique, ce qui nous transcende, et par ailleurs, ce qui nous transcende, et je pense aux livres, je pense aux films et à l'art, lorsque vous avez perdu le chemin de la bibliothèque, ou le chemin du théâtre, ou le chemin des films, ou le chemin du beau, votre imaginaire n'est pas nourri. Et comme votre imaginaire a besoin d'être nourri, il va directement vers les fake news, vers les chiens les chiens de Tzahal qui vont violer des trucs, n'importe quoi. Et nourri par, pour moi, aujourd'hui, il se passe quelque chose avec le langage de la haine, c'est cette malbouffe intellectuelle via les fake news, c'est-à-dire que c'est une idéologie, une obésité idéologique, en fait, avec tout ce qu'il y a de mauvais dans cette obésité-là, qui appauvrit profondément la pensée. Et donc, il reste des mots, et notamment des mots qui peuvent nous réconforter à tous les replis identitaires. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, parce qu'il y a ce langage-là, on nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, ne pas céder à ces replis. Mais moi, il y a ce mot, notamment pour les plus jeunes, ce mot signature qui me plaît. Parce que la France nous permet d'avoir un nom et un prénom. La France nous permet d'avoir une manière de marcher, une manière de parler, une manière de rire, une manière d'être imprévisible aussi. Une manière d'être différent chaque jour. Mathilde Panot, elle est toujours la même, hein. Enfin, on ne sera jamais déçu de ses capacités, voilà, à haïr. Nous, on a cette possibilité d'aller vers d'autres chemins. Et évidemment, je mets l'accent sur la culture et sur la liberté. C'est peut-être ça que j'ai envie, moi, de vous dire ce soir, de garder la liberté et surtout un mot qui n'est pas français, mais qui, moi, me fait du bien chaque jour, le bitachon, y croire encore, avoir la confiance. Et j'ai l'impression que malgré cette difficulté et ces mois qu'on a pu subir, qu'on les subit de moins en moins, parce qu'on est de plus en plus ensemble et qu'on est encore debout, ça fait partie quand même de nos miracles de la République et on sera encore plus grand avec ces miracles de Hanouka qui nous attendent. Je vous remercie. Amen.
Merci infiniment. C'est beau. Finalement, vous êtes une ashkénaze optimiste. Exactement. Il faut le noter. Absolument. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour madame, merci beaucoup pour votre présentation. Moi je vous connais pas forcément depuis très très longtemps en fait. Je vous ai connu depuis Racé en fait, et dans l'entretien que vous avez eu avec Rokhaya Diallo qui vous dit docile. Voilà. C'est mal me connaître. Hein. Ouais. Voilà. Alors je vais commencer mon propos par une citation qui n'est pas de moi évidemment. Nous devons critiquer l'islamophobie radicale et le philosémitisme qui sont les mêmes visages du racisme d'État. L'idée n'est pas de combattre l'islamophobie et l'antisémitisme, l'idée est de combattre l'islamophobie et le philosémitisme. C'est une personne qui se dit antiraciste, qui s'appelle Houriya Boutajda, qu'on aime beaucoup ici, j'imagine. C'est elle qui a inventé le mot sous-chien. C'est ça. Donc, en fait, vous parlez effectivement de l'antiracisme qui, en fait, cache une haine des Juifs. Et moi, j'ai une lecture pas forcément opposée, mais un peu différente, dans le sens où, en fait, l'antiracisme d'aujourd'hui nous dit qu'en fait, il y a des dominants oppresseurs et des dominés victimes, opprimés. Et en fait, ce sont deux camps totalement disjoints. C'est-à-dire qu'on peut pas être victime et coupable. Alors ça, c'est une invention des indigénistes et des wokistes. Voilà. Et donc, en fait, la question n'est plus est-ce que cet acte est raciste, mais en fait, la question est subtilisée par qui fait quoi. Et dans un sens, on va condamner, ou dans un autre sens, on va excuser. Ainsi, en fait, Houriya Boutajda a fait un magnifique texte qui s'appelle Mohamed Merah et moi, où elle excuse au moins en partie Mohamed Merah, victime de l'incroyable politique islamophobe de France. Houriya Boutajda qui ne connaît ni d'elle ni d'Adam Mohamed Merah, et en fait Abdelrahmani Merah n'a pas hésité à lui faire une réponse, et pour autant ça n'a pas disqualifié Houriya Boutajda. C'est-à-dire qu'elle a été invitée à la fête de l'UMA cette année. Elle est toujours suivie inconditionnellement par les LFI-NPA. Et donc, en fait, pour en revenir à l'antiracisme, les Juifs, en fait, ça posait un problème. Parce que est-ce qu'il fallait les classer dans les opprimés ou dans les oppresseurs? Et comme la victime XXL, c'est le musulman, et qu'il y a eu la tuerie de Toulouse, il y a eu l'hypercacher, il y a eu Mia Knol, etc. Ben, en fait, le juif est passé du côté de l'oppresseur. Voilà. Absolument. Alors, pire que ça, en fait, l'antisémitisme est maintenant minimisé. Il y a eu Mélenchon qui a dit qu'en fait, l'antisémitisme était résiduel. Manon Boltanski, du NPA qui s'autoproclame champion du monde de l'antiracisme. Oui, pardon. Je termine. En fait, pardon, excusez-moi, j'ai voulu faire synthétique, mais bon, c'est un peu trop long. Désolé. Donc, voilà, en fait, ma question, c'est, en fait, j'en ai trois, voilà. Alors, comment a-t-on pu arriver à une telle perversion d'antiracisme? Comment la gauche suit aveuglément des références comme Houriya Boutajda ou Rokhaya Diallo? Est-ce par bêtise, par clientélisme ou par conviction? Et comment ça se fait qu'en fait, à des antiracismes professionnels, je mets antiraciste entre guillemets, on n'a jamais posé de questions gênantes à la télé, que ce soit Rokhaya Diallo, Houriya Boutajda, Poutou, Besançon. Désolé. Hein. Rachel, vous voulez qu'on prenne une autre question ou vous voulez répondre à celle-ci? Bah non. À celle-ci avec un S, celle-ci. Merci beaucoup. Non, mais vous avez raison dans votre exposé. Après, je suis toujours surprise parce que docile. Oh, mais si elle savait, j'en parlerai à mon mari. Je dirais. Voilà, bon bref. Ok, il va être content. Alors, je lui dirais, tu vois, je suis docile.
Non, après sur la question des dominants et des dominés, évidemment, c'est tout l'enjeu. Mais vous voyez dans tout ce que vous avez dit à quel point l'absence de connaissance, la problématique, c'est que nous ne parlons pas de la même chose. À partir du moment où on ne connaît pas l'histoire et on ne connaît pas la géographie, on ne peut pas parler avec ces personnes. Parce que dans le monde aujourd'hui, ce qui a pu se passer, je pense, et je l'ai souvent répété depuis le 7 octobre, par rapport au droit international, qu'on est à la traîne depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'on a un droit international qui n'est plus d'actualité. On a un droit international qui est resté à la question décoloniale. On a un droit international qui n'a pas pris à bras-le-corps la question du terrorisme, qui fait les premières victimes sont les musulmans. On est à quasiment 1 million de victimes à travers le monde. C'est-à-dire que cette question entre Hezbollah, Hamas, Daesh, etc., et la volonté de créer un État islamique, si l'on prend tous les attentats de tous les pays du monde, c'est un crime contre l'humanité. Et normalement, ce monsieur Karim Khan, au lieu de faire sa com parce qu'il a des affaires sur le dos, notamment d'agressions sexuelles et autres, il ferait mieux de faire son travail et d'arriver à redorer le blason de ce qu'est le droit international, l'ONU et la CPI. Bon. Après, sur la question des dominants et des dominés, vous avez raison. Et d'ailleurs, lorsque vous qualifiez quelqu'un de docile, c'est bien une posture de dominante qu'elle s'emploie à être. Elle est ces personnes indigénistes sont dans une colonisation mentale de notre jeunesse. Donc, aimer nos jeunes, c'est arriver à les épauler sur ce qu'est la connaissance, leur donner une envie, un désir de s'ouvrir. Évidemment, le danger des réseaux sociaux, de TikTok, etc. Lorsque je vois certaines vidéos qui drainent cette haine du juif, donc laisse ouvrir la porte, parce que en réalité, dans notre vie, on se sent tous oppressés. Enfin, je veux dire, on a tous quelque chose en nous. C'est un rabbin qui disait, on a tous un goy en nous. Mais non, mais on a tous un mood d'injustice, de rejet, d'abandon. On a tous ça. Leur positionnement ne réparera pas ce qu'a été l'esclavage, la colonisation et autres. Donc, c'est une véritable posture de dominant incisif qui fait le lit à des idéologies morbides. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas céder un pouce à ce genre d'ambiance. Et par ailleurs, vous avez dit quelque chose. En somme, il y a des personnes qui sont coupables par ce qu'elles sont, et d'autres qui sont victimes, quoi qu'elles fassent. Et notamment les terroristes sont victimes, quoi qu'ils fassent. Après, sur la question non, voilà, c'est tout c'est ça. À la gauche, sur la gauche, pardon, voilà, je savais que j'avais oublié. Non, mais c'est la conjugaison des trois. La problématique, c'est la manipulation et c'est la trahison. C'est la plus grande trahison de la Ve République, c'est celle-là, à gauche. Comment ? LFI est en train de faire aimer l'URN. Oui, mais c'est pour ça que c'est une trahison. C'est la plus grande trahison, manipulation. Et vous avez parlé de clientélisme. À partir du moment où, et c'est dans les textes, à partir du moment où on est dans la négociation d'un plat de lentilles, sans être, je pense à ce triste PS quand même, qui fait des accords avec LFI. C'est absolument pas possible. Mais je sais qu'il malheureusement il manipule aussi. Je sais qu'il y a des gens qui sont de bonne foi, simplement comme ils n'ont pas la connaissance. Vous avez vu ce qui se passe depuis des mois au monde, par exemple. Les personnes qui ne connaissent pas. Nous, on a une histoire. On a ces exodes. On a cette immigration de partout. On a voilà, que ce soit de l'Algérie, du Maroc, de Tunisie,
de Russie, de Pologne, d'Ukraine. Voilà, on a tout ça. Et en plus, on se retrouve à la choule tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a le monde entier à la choule, en vrai. Donc, les instances internationales, ça se retrouve à la choule, voilà, pour Shabbat. Donc, le truc, c'est que se dévoyer à ce point, c'est une honte. Il faut parler juste de trahison. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause de cela, à cause de ces trahisons et à cause des plats de lentilles, on se trouve dans une impasse. Et déjà qu'on était en fragilité, ça nous rend encore plus fragiles par rapport aux enjeux, notamment nationaux, évidemment, et internationaux. Mais le problème, c'est que d'être bercé par ces médias, que ce soit dans le service public ou sur soi-disant ces journaux de référence, il suffit de quelques personnes, c'est pas toute la rédaction, c'est pas tous les journalistes, mais c'est vraiment cet entrisme idéologique qui fait mal. Autre question? Bonjour, encore merci pour cet exposé très brillant et votre engagement. Il y a 2 jours, nous avons assisté à la lecture des lettres à un ami arabe de Raphaël Enthoven. Je ne sais pas si vous les avez écoutées. Oui, j'ai eu. Et je voulais savoir si vous aussi, vous aviez eu des amis qui vous ont tourné le dos et quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez essayé de retisser des liens ou vous pensez que la rupture est irrémédiable? Merci beaucoup. Ça, c'est une vraie question triste, surtout dans le pays de la fraternité. Comment... D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, je réponds pas à votre question juste parce que ça me fait penser. Notre devise républicaine qui est sur les... liberté, égalité, fraternité. J'ai l'impression, je me suis raconté une histoire, c'est peut-être complètement faux, mais j'ai l'impression que l'ancêtre de cette devise qu'on met comme ça sur les portes des écoles ou des mairies ou des ministères ou quoi, son ancêtre, c'est la mezouza. Et en réalité, quand on a dû enlever nos mezouzotes, etc., dans le même mouvement, on a enlevé notre devise républicaine de nos portes institutionnelles. La question des amis et de cette fraternité-là, ce qui est triste, c'est que le 7 octobre, j'étais prête. Et c'est pour ça que j'ai parlé, c'est comme vous un petit peu avec cette communauté qui a tout de suite réagi, c'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, avec ce que j'avais pu écrire depuis 2014, et notamment avec Racé, puisque j'ai eu le droit à tout, hein, tribunal populaire, machin, et le 7 octobre, et après surtout le 8, avec ce qui s'est passé dans les facs américaines et tout ça, je me suis dit que, en fait, j'ai compris ce que j'avais écrit déjà. J'ai compris 3 ans plus tard ce que j'avais écrit dans Racé, pourquoi j'avais eu cette nécessité d'écrire ça par rapport à l'antiracisme, aux Noirs, aux Afro, machin, descendants et tout ça. Et j'avais déjà perdu beaucoup d'amis. Donc oui, bah il y a un chemin de toute façon. Il y a cette question-là qui est une question en fait essentielle, existentielle, que peut-être on a voulu mettre un peu sous le tapis. Et puis il y a tous ces faux amis, on a compris. On a perdu beaucoup de monde. On a perdu alors soit des personnes au front, mais malheureusement aussi des amis. Peut-être qu'on n'a pas été assez vigilants. Peut-être qu'on savait, mais qu'on n'a pas voulu voir tout à fait. Mais moi, c'est pas simplement amis arabes ou quoi. Hein. Et après, il y a aussi des bonnes surprises, notamment dans le milieu hip-hop, où j'ai des artistes hip-hop qui, avec Racé, avec le 7 octobre, etc., sont vraiment là, encore là. Et puis après, il y a des amis qu'on connaissait pas et qu'on connaît depuis le 7 octobre aussi. J'arrive. Trop vite. Merci. Bonsoir. J'ai une question par rapport à vos amis juifs. Est-ce que vous en avez perdu parce qu'ils se sont positionnés comme en pro-palestiniens ou en palestinistes, du coup, comme si on utilise le terme? Merci. Non. Ah oui, je vois. Ça, c'est... Oui, je comprends. Ouais. Ouais, ça, c'est difficile. Ça, c'est très gênant. Voilà. C'est très gênant parce qu'ils vont
Non, mais je vois ce qui s'est passé. J'en ai pas eu, j'ai pas eu des proches comme ça, mais c'est qu'en fait, ils donnent du grain à moudre et nous, on passerait pour, voilà, c'est ça. Il y a une honte identitaire. Oui, oui. Qui dit un peu, je ne veux pas être de ce genre-là. Oui, je sais, je vois très très bien. Je vois très bien. Après, on a aussi des médias. Je pense à Arrêt sur Image avec des personnes vraiment, mais pas du tout fréquentables d'origine juive qui sont profondément. C'est pas qu'ils sont propalés. Enfin, c'est pas ça. C'est qu'ils juste ils ont une haine des juifs. Oui. Et d'Israël. Et d'Israël. Il y a aussi. Comment? Il y a aussi Rachel. Il y a aussi Rachel la nuance. La nuance pour se donner bonne conscience. Je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Et ça date pas d'il y a 20 ans. Non. En 67, Martin Luther King le disait déjà, en s'adressant à la personne qui écrivait ses mémoires. Il dirait, ne te trompe pas. Quand on critique le sionisme, on parle des Juifs. C'était 1967, ça déjà. C'est pour ça que c'est plus que ça, c'est que la notion de sionisme, et c'est à partir de là où en réalité le droit international a basculé avec les résolutions de l'ONU sur le sionisme qui étaient associées à du racisme. Et c'est voilà, exactement. Et 74. Et c'est à partir de là où ça donne, via le pseudo-droit, une assise pour clamer haut et fort cette haine du juif. Tout d'abord, merci pour tout. Et moi, j'avais peut-être une question, j'ai envie d'avoir votre avis plutôt visionnaire au niveau politique, parce que j'ai beaucoup aimé dans votre discours la notion justement de tolérance de chacun. Moi aussi, donc j'ai eu donc une éducation juive, mais j'ai toujours été dans des écoles laïques avec la tolérance de tous, et je l'ai toujours. Même si, comme tout le monde, je ne crie pas forcément haut et fort mes origines, et je travaille dans un milieu avec toute religion et toute origine confondue, que j'aime beaucoup. Néanmoins, avec tous les, on va dire, tous les événements, et justement, comme vous l'avez dit, l'Assemblée nationale, qui elle-même n'est pas capable de tenir toutes les parties politiques, ce qui est d'autant plus inquiétant. Quel dénouement on pourrait imaginer dans les années à venir, avec beaucoup de départs de familles juives qui font leur alia, alors que en Israël, c'est aussi inquiétant. On a vu un petit peu les derniers rapports des soldats qui étaient complètement traumatisés par tout ce qui se passe, des séquelles physiques et mentales qui resteront à vie. Une population qui vit dans la crainte, donc on se dit c'est la solution, on part tous, mais on sait que ce sera aussi compliqué. Et en même temps, si on reste en France, quelque part, c'est comme si on accepte ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et comme vous avez dit, ces jeux entre eux qui sont honnêtement affligeants pour des gens qui sont censés être d'un certain niveau. Donc voilà, j'avais envie d'avoir votre vision de quelles seraient les perspectives, même si je sais que vous n'êtes pas devin. Non. Mais ça m'intéresse, parce que moi-même je me dis mais comment ça peut finir tout ça? Après, sur le niveau de l'Assemblée nationale, il y a certains qui revendiquent le fait d'être nul. C'est-à-dire que la victimocratie, c'est ça. C'est-à-dire en fait, quelqu'un qui sait à peine lire et qui est en commission, par exemple, eh bien, il est très fier de ne pas savoir lire. C'est-à-dire, en fait, et donc c'est là où on est dans la victimocratie et la manipulation. Lorsque j'entends Assemblée nationale, là aussi, on est dans l'inversion des valeurs. Quand on prend le mot assemblée sur quelque chose qui est complètement en dissonance, et national qui ne ressemble pas du tout, puisque dans l'entreprise, on est bien obligé, pour mener à bien des projets, de parler avec tout le monde pour aboutir à quelque chose ensemble, quelles que soient nos positions. Bon. Après, sur la question fondamentale, vous avez cru que j'étais rabbin et tout. Non, mais en fait, ça dépend. En fait, je crois qu'il va se passer. Enfin, vraiment, je suis pas Madame Irma, mais dans le même temps, j'ai l'impression qu'on nous questionne.
on nous questionne beaucoup, qu'il y a on veut nous montrer quelque chose. On s'est aussi laissé aller ensemble dans nos différentes communautés. L'épreuve nous a fait nous ressaisir, notamment par rapport à Israël, mais aussi par rapport à la France. C'est vrai, moi je vais tous les mois et demi en Israël, donc je vois de quelle problématique vous parlez, nos jeunes. Avant, on se demandait mais pourquoi il y avait autant de places d'handicapés dans les parkings. Maintenant, aujourd'hui, on comprend. Le problème, c'est que l'Europe, tant que l'Europe n'a pas compris qu'après Israël, elle sera en première ligne, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la question de la Syrie, et notamment avec ces questions de droit d'asile. Avec cette histoire française heurtée et qui déjoue les attentats en permanence, etc., je crois que le positionnement par rapport à Israël va changer. On a vu, alors malheureusement, on aurait bien aimé que ce soit sans ça, mais là déjà, vous avez vu qu'ils sont moins virulents parce que effectivement, toutes ces demandes, et notamment de Français qui sont partis en Syrie, maintenant, il va y avoir bien sûr. Donc voilà. Et donc là, on va revenir un peu finalement à ce qu'ont pu vivre in situ les Égyptiens ne voulaient pas accueillir de Palestiniens, et ça on l'a pas trop dit non plus. Donc voilà, toutes ces questions-là, à mon avis, mais je sais, moi je suis très attachée évidemment à Israël, mais je sais aussi que la diaspora est importante pour Israël. Voilà. Et que peut-être qu'on va trouver d'autres manières de vivre en faisant plus d'allers-retours, plus de choses là-bas via des associations ou autres. Mais je sais que on n'a pas fini notre mission ici. Ça fera 500 €, madame. Autre question, Rachel. Voilà, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport aux remèdes en fait, qu'on peut avoir face au glissement de la société aujourd'hui française vers ces valeurs qui sont contre-valeurs, entre guillemets. Je sens pas, moi, les politiques agir sur les réseaux sociaux. Or, vous avez mis l'accent sur la responsabilité, effectivement, des fake news et de la désinformation via les réseaux sociaux. Donc, ils ont une réelle responsabilité, mais je ne sens pas qu'on ait le courage de ce qu'ont fait les Américains avec TikTok. Donc, quelles sont aujourd'hui, à court terme et peut-être à moyen terme, les principales pistes d'action pour qu'on arrive finalement à retourner ce mouvement sur lequel effectivement on s'est tous un petit peu endormis, c'est-à-dire que on a découvert de manière effarée où en était la jeunesse aujourd'hui. Ouais. Mais sur les réseaux sociaux, effectivement, alors en plus j'avais participé moi j'avais participé avec Gérald Bronner, je sais pas si vous connaissez, un sociologue. On avait remis un rapport sur la question du numérique, ça s'appelait Les Lumières à l'ère du numérique, avec des recommandations. On a eu de nombreux échanges avec des politiques de l'Assemblée nationale, des ministres. On l'a remis au président de la République, et c'est vrai que pour moi, par rapport notamment au harcèlement des jeunes, parce qu'en fait ça va ensemble, hein, la question idéologique, le harcèlement, le fait d'être dans des boucles, ces questions de réseaux sociaux, et après on nous demande de faire des ateliers laïcité, alors même que la laïcité, c'est plus le problème, c'est-à-dire que là, on est dans l'islamisme. Et par ailleurs, comment on peut transmettre la laïcité avec un niveau aussi de connaissance, sur les fondamentaux éducatifs, le niveau baisse, la laïcité est quelque chose de complexe avec toute une histoire. Et par ailleurs, quand on est dans une boucle WhatsApp toute la journée, jour-nuit, on a du mal à faire comprendre aux plus jeunes ce qu'est l'intimité, puisqu'il n'y en a pas via les réseaux sociaux. On est toujours en exposé, toujours en activité, et l'extérieur arrive toujours jusqu'à votre chambre. Pour moi, le réveil, il est dans une parole forte pour moi. Alors malheureusement, le réveil, il vient des citoyens, puisque bon, on a vu. Mais vous voyez cette logique de développement durable qu'on a mis en place que pour l'environnement. Pour moi, c'est
c'est ça, mais par rapport à cette haine et aux fake news et à tout ce truc-là. C'est-à-dire que si on aime nos enfants, si on est dans les générations futures, on ne laisse rien passer et chaque geste compte. Et normalement, il devrait y avoir ce véritable c'est peut-être un peu galvaudé, mais ce sursaut citoyen. À chaque fois qu'on entend une parole ou un truc, on devrait ne plus avoir peur. Et pour moi, le principal sursaut, il est intérieur. C'est une bataille, non pas contre la censure, mais contre l'autocensure. Contre l'autocensure. C'est-à-dire, chaque geste, chaque truc, si on s'y met tous, parce que normalement, c'est quand même la majorité de la population française qui est contre ça. Mais simplement, comme on est intimidé et disqualifié, on n'est pas véritablement debout. Mais l'autocensure est terrible. Il faut lutter contre ça. Bonsoir. Alors moi, j'ai une question par rapport à la jeunesse. Je voudrais rebondir. Je suis dans le collectif Nous Vivrons. On va avoir une action par rapport à la jeunesse avec l'aide des politiques. Vous dites que le LFI, l'extrême gauche, manipule la jeunesse. Mais nous, à notre époque, on aimait la contradiction, on aimait la réflexion, on aimait les idées différentes. Et moi, j'ai l'impression, avec l'aide des algorithmes, que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu fainéants et ils se laissent en fait manipuler. Donc, comment les réveiller, parce que ça va être notre ambition, dès le 1er janvier 2025, de réveiller, de les faire réfléchir à ce qui se passe, voire de les inquiéter, enfin. Bon, après, il y a des jeunes, c'est le cas de ma fille qui a fait Sciences Po, donc elle a été complètement formatée par ces écoles où il y a quand même des idéologies fortes, mais comment les réveiller, voilà. Je sais que c'est possible parce que j'ai rencontré il y a pas longtemps, enfin j'en ai parlé à Harry, Alexandre Rifaï, qui a vécu 22 ans en Syrie et qui a complètement changé et maintenant qui adore Israël. Donc si c'est possible avec un Syrien, j'espère que c'est possible avec la jeunesse française. Non, mais sur la jeunesse, c'est vrai que sur la jeunesse, il y a une problématique. C'est la problématique des nouvelles technologies, en somme. C'est-à-dire que, et en même temps, j'ai pas envie de mettre tous les jeunes dans le même panier parce qu'il y a des jeunes qui sont qui sont extraordinaires et qui font des choses. Mais le fait, de manière générale, qu'ils aient de manière quasiment innée une expertise dans l'utilisation des téléphones, des logiciels, tout ce que nous on a dû apprendre, alors que pour eux c'était instantané, ça a inversé quelque chose par rapport à la transmission de ce qu'on avait à leur transmettre, puisqu'ils savaient déjà tout. Et parfois j'ai rencontré moi des jeunes qui avaient cette volonté de ne rien apprendre, c'est véritablement de ne rien apprendre. Ensuite, il y a autre chose. J'ai dit manipuler la jeunesse et effectivement, les algorithmes les mettent dans des boucles, etc. Puis c'est très bien fait. De toute façon, il y a un signe, hein, c'est le fait que Zuckerberg, Elon Musk et les dirigeants de la Silicon Valley aient interdit les téléphones à leurs propres enfants. Donc ça veut tout dire. Après, sur la manipulation, je pensais vraiment à la manipulation du mal-être. On sait que de nombreux jeunes sont vraiment en souffrance, en manque de repères, dans une solitude aussi intérieure. Et je pense aussi aux enfants de parents immigrés à qui on bourre le mou sur le fait que la France ne vous aime pas, vous n'êtes pas des Français, nanana, il y a du racisme systémique, la police tue, tout ça. Et d'un autre côté, lorsqu'ils retournent dans le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents, ils ne sont pas chez eux. Et en fait, c'est ça la question du palestinisme. C'est-à-dire qu'ils ont fait une projection sur les Palestiniens et donc sur la haine du juif, sur ce qui leur manquait en réalité. Et c'est en ça que je parlais de manipulation. 2 dernières questions, Rachel. Bonsoir. Vous parlez des réseaux sociaux qui sont manipulés, mais il y a Le Monde aussi, un média du soir qui est vraiment d'extrême gauche. Qu'en pensez-vous? Je viens d'en parler, monsieur. Vous n'écoutez pas. Vous allez voilà, dans le coin. Je vais en parler du Monde. Non, c'était une petite rigolade de fin de.
Je réponds? Oui. Parce que je vois pas le monsieur, c'est pour ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'en ai parlé de manière. Non, sur le monde. Non, mais ce que je voulais dire par rapport au monde, c'est vrai que depuis un petit moment déjà, ça a monté, etc. C'est triste que ça s'appelle le monde, parce que c'est vraiment l'immonde. Et effectivement, c'est tout ce qui nous sépare. Après, j'ai vraiment mal aussi. Je pense vraiment à la rédaction, parce qu'il y a des gens qui sont formidables dans cette rédaction et qui doivent être en souffrance. Pareil pour Libération, ils sont pas beaucoup. Mais comment? Bien sûr, ils se taisent. Ils ont peur. Non, mais ça. Mais après, ce qui est fou, c'est de reprendre exactement la terminologie et les éléments de langage du Hamas pour en faire des articles et les chiffres du Hamas pour en faire des articles et ne jamais aller en tant que journaliste sur place pour voir comment, justement, et pour voir comment vivent les Israéliens et comment tentent de se défendre l'armée et autres. Donc, c'est ça. Ce que j'en pense, c'est que c'est triste pour cette profession de journaliste qui mérite beaucoup mieux que ces personnes-là. Et ce que j'en pense aussi, c'est que, quels que soient finalement les domaines, l'entrisme est à l'œuvre et de manière extrêmement puissante. Ça y est, c'est ça? Le monde a été créé la même année que la libération des camps d'Auschwitz. Ah oui, alors voilà. Mais entre le monde, qui est un beau mot, et libération, qui est un beau mot, c'est quand même... et l'humanité aussi, qui est un beau mot. Moi, je voulais revenir... Tyran est un très beau mot. Alors justement, moi je voulais revenir sur l'amitié, sur les personnes qui défendent les valeurs, qui ne sont pas juives, et quel est l'équilibre, quel est le rapport, parce que vous avez on a un rapport avec Israël, il est différent, et comment eux perçoivent la façon dont nous on réagit pour continuer à nous défendre, parce que eux ils n'ont pas le choix, que d'être en France. Oui. Nous on a peut-être un choix ou pas. Donc quel est cet équilibre pour nourrir cette amitié? Moi, j'ai l'impression que de manière très simple, de toute façon, à la période, j'ai l'impression qu'il faut inventer des choses. On n'est pas là pour faire que des grandes choses. Il y a aussi toutes les petites choses. Moi, j'aimerais bien, dans pas trop longtemps, tenter d'organiser un petit voyage avec mes copines qui n'ont aucun lien avec Israël. C'est en fait la meilleure manière, à mon avis, c'est ça. Et de faire des fêtes là-bas ou de faire travailler dans une association pour aider, etc. Mais par ailleurs, c'est aussi ce que je faisais. La Gambie, personne ne connaît parce que c'est aussi un tout petit pays. Il y a voilà quoi, c'est grand, c'est à peine plus grand que Paris, intramuros. Et pareil pour les vacances et voilà. Et ce genre de petites choses, je pense que dans une vie, on ne peut pas ne pas être allé en Israël de toute façon. Voilà. Mais il y a aussi des associations qui le font aussi. Je pense au KKL, qui font des choses comme ça de voyage. Oui. Oui. Bonjour madame. Après, je fais l'air. Ce sera la dernière question, mais j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Il est un mot dont vous n'avez pas parlé ce soir, c'est celui de légitimité, et forcément de son contraire de l'illégitimité. La légitimité d'être sur notre terre, en France, et la volonté d'aller dans une terre que l'on peut estimer illégitime, comme ce qui nous reste de président s'était permis de le préciser en disant que cet État avait été créé par un vote, sous-entendu qu'il pourrait être défait par un vote. La deuxième question que je voulais vous poser est, vous avez exprimé tous ces mots violents qui sont apparus depuis le 7 octobre. Ne pensez-vous pas, vous qui avez fait vos études à Assas, que ces mots existaient déjà depuis très longtemps, que l'antisémitisme, l'antisionisme
a été mis un petit peu sous le boisseau pendant des années parce que ce n'était pas politiquement correct. Aujourd'hui, il se libère complètement et qu'en fait, il a toujours été présent. Merci beaucoup. Sur la question de l'existence des mots, sur la question de l'existence des mots, ces mots existaient bien évidemment. En revanche, ces mots ont été renforcés par une méthode qui a été pensée. C'est-à-dire qu'elle a été mise à jour, cette méthode, pour véritablement épouser le moment numérique dans lequel nous vivons et les réseaux sociaux. Et ces mots ont été additionnés et supportés par des nouveaux mots. Je pense à Souchien, la haine du blanc, séparer les races, disqualifier les racisés, les afrodescendants, voilà, qui devraient avoir aujourd'hui des nouveaux privilèges, notamment par rapport à l'apartheid, voilà, tout un discours comme ça. Donc effectivement, ces mots existent. Et l'ironie du sort, c'est véritablement que ces mots ont été utilisés, avant, ont été mis en œuvre à l'époque par des gens qui se disaient de race pure, alors que là, c'est soi-disant très précisément l'inverse. Bon. Sur la question de la légitimité, j'ai pas parlé de légitimité, j'ai parlé de disqualification, c'est vrai, mais merci d'avoir posé la question. Parce que en réalité, et c'est vrai que ça faisait partie d'un mot que j'avais pu dire, on s'est demandé pourquoi. On s'est toujours dit pourquoi ça nous tombe dessus. Et je crois qu'une des principales raisons, c'est par rapport à la légitimité que nous tirons de la légalité et de la loi. Évidemment, c'est la Torah. Et la problématique aujourd'hui, notre lien par rapport à la loi française, à la République, prière à la République, notre rapport au doute, notre rapport à la construction, notre rapport aux lumières, notre rapport aux histoires, notre rapport aux interprétations, à toutes les interprétations possibles, notre rapport à la vérité, eh ben, ça fait partie très précisément de tout ce qui fait que ces idéologies-là nous détestent, effectivement. Alors, sur la question de la légitimité, je crois qu'il faut, comment dirais-je, c'est plus pour moi que de la légitimité, c'est l'essence même de ce qui fait vivre la France aussi, notre rapport à la vie. Quand j'ai compris, moi, la question de la légitimité, un jour, c'était en cabinet avec le PS, puisque j'étais conseillère du président de la région à cette époque-là, le président Huchon. Et je ne comprenais pas pourquoi on m'en voulait, parce que vous devez vous dire, bon, elle se tape tous les relous de LFI. Donc voilà. Et en fait, j'ai compris à un moment donné ça, ce que vous dites, c'est-à-dire, j'ai compris que j'étais illégitime pour eux, mais plus profondément que c'était mon existence même qui était un problème. À partir du moment où j'ai compris que c'est la question de ma vie qui était un problème, et pas d'une vie cachée comme ma maman, et pas d'une vie de tirailleur sénégalais comme mon grand-père du côté de mon père, mais d'une vie avec la simcha, quoi, avec la joie. Là, franchement, j'ai même plus eu besoin de demander une quelconque légitimité à personne. Merci Rachel. Des applaudissements pour merci votre venue. Merci pour ces mots. Vous pourrez retrouver la conférence dans quelques jours en différé sur notre chaîne YouTube, Axil-Levallois. Merci Rachel. Merci encore. beaucoup. Nous allons procéder aux dédicaces si vous voulez bien. Bonne soirée. Mais parce que je vais aller là-bas, madame. Non, tu peux rester là. Ah, ok, d'accord. On va faire une photo avec Rachel après. Ça va, Miss? Comment tu vas? Ça a été? Vous avez apprécié le moment? Ah oui. Je suis content. C'est ça qui est important aussi. Rachel va faire les dédicaces, après on fait une photo, après je raccompagne Rachel.
Non, moi je voulais juste le micro pour dire merci, parce que depuis le 7 octobre, j'ai gagné des amis non juifs qui viennent régulièrement à l'Axi assister au cours. Je les ai remerciés. Je n'ai pas fait un ensemble. Vous avez tout à fait raison, je les ai remerciés. Voilà, parce que je trouve que c'est important. Moi, c'est évident.